Il est 7h11, vous êtes bien sur RMC. Tout à l'heure, les anciens otages vont être débriefés par les services de renseignement. C'est primordial pour la DGSE pour se faire une idée plus précise de ces fameux Français qu'ils ont entendus lors de leurs 10 mois en détention. Un à un, ils vont être entendus tout à l'heure pendant plusieurs heures. Mathieu Guider est avec nous, bonjour. Bonjour. Professeur des universités, islamologue, auteur des Nouveaux terroristes. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout à savoir tout à l'heure ? Alors, je crois que les otages, en réalité, comme ils ont été enfermés pendant plusieurs mois, ne savent pas grand-chose de leur geôlier. La DGSE sait déjà pas mal de choses là-dessus. Ce qu'elle cherche à savoir, ce sont des sentiments, des impressions, quelques détails peut-être, s'il y en a qui les ont vus. Et donc c'est en fait de recouper des informations, de confirmer certaines sources. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les journalistes leur livrent des informations complètement inédites ou véritablement ce ne sont pas des agents de renseignement. Donc ils ne peuvent pas faire le travail du renseignement. Il y a un point central, ce sont ces fameux Français. On sait qu'il y en a environ, plusieurs centaines en tout cas, environ 700 sur place, et notamment dans ce groupe le plus radical. Vous nous dites ce matin, ils les ont entendus des geôliers par les Français. Vous dites déjà qu'il faut faire la distinction entre ravisseurs et geôliers. Oui, tout à fait. Les ravisseurs, c'est-à-dire ceux qui les ont pris réellement sur le checkpoint, ce sont des combattants aguerris d'une organisation qui s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant. C'est une organisation djihadiste tentaculaire qui s'étend sur l'Irak, sur la Syrie, sur le Liban, qui a fait déjà des attentats dans ces trois pays. Et puis ensuite, vous avez la question de la gestion des otages, c'est-à-dire des geôliers. Et là, on sait depuis déjà au moins 2 ans que ce type d'organisation regroupe les combattants ou les gens par pays. Donc les Français sont regroupés ensemble dans différents groupes, dans de petits groupes. Et ensuite, il fait appel à ses ressortissants étrangers à chaque fois qu'il prend des otages pour les garder parce que c'est plus simple, parce que c'est plus pratique, parce que ça lui évite d'ailleurs de se révéler, ce qui fait que là, la partie gestion est plus simple. Alors, il y a une vraie prise de conscience de ces Français présents là-bas, avec notamment le retour de nos otages. 700 à 800 Français présents là-bas, 250 qui combattent. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de nous retrouver? C'est une situation exceptionnelle. On sait qu'il y a eu des Français en Afghanistan, en Tchétchénie, mais de cette importance-là, à Oui. partir faire le djihad, c'est du jamais vu. Oui, tout à fait. C'est du jamais vu, mais c'est dû au paradoxe syrien. Le paradoxe syrien, on pourra dire tout ce qu'on voudra. Ce paradoxe syrien est le suivant, c'est que cette guerre est perçue comme juste par une majorité de ces jeunes. Cette guerre, on ne pourra pas lutter efficacement contre les départs tant que les positions diplomatiques et la politique veulent la chute du régime. Nicolas Dupont-Aignan, le député de Debout la République, l'a dit d'ailleurs, c'est parce qu'on soutient cette opposition syrienne. Comment peut-on dire aux jeunes de ne pas y aller alors que nous sommes à leur côté? Exactement, mais c'est un paradoxe de fond. Mais en même temps, humanitairement, on ne peut pas non plus soutenir un dictateur qui, au bout de plus de 150 000 morts dans son pays, se représente aux élections de nouveau dans un mois et qu'il utilise les armes chimiques. Donc on est pris au piège, du pire de ce qui peut arriver à un pays, c'est-à-dire la guerre civile. Et dans la guerre civile, on va revenir sur les armes chimiques que vous évoquez, parce que les États-Unis, eux aussi, ont des éléments. Un mot, demain, Bernard Cazeneuve présente son plan de lutte contre le terrorisme, avec plusieurs mesures, notamment un guichet pour les parents inquiets, plus de cybersurveillance. Qu'est-ce que vous pensez de ces éléments-là ? C'est une excellente évolution du plan français de lutte contre le terrorisme. Jusque-là, on avait un arsenal juridique qui était très efficace et exceptionnel pour lutter contre les radicalisés, les gens qui sont convaincus, qui veulent rejoindre ces groupes djihadistes. Maintenant, on le complète avec une partie, on va dire, prévention et prise en compte des victimes. Parce que les jeunes qui tombent dans cet embrigadement, dans cet endoctrinement,
qui sont des mineurs, et leurs familles, on les enlève à leur famille, ils rentrent dans des quasi-sectes là-bas. Il faut bien évidemment les accompagner, il faut permettre aux familles de pouvoir s'exprimer et de pouvoir apporter leur témoignage. Et c'est ce que complète ce plan-là. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller au-delà dans ce que l'on appelle la déradicalisation, c'est-à-dire à enlever le mythe de la violence et le mythe de la guerre sainte dans d'autres pays. Et puis rapidement, un dernier mot, Mathieu Guidère. Après la France, François Hollande, Laurent Fabius, les États-Unis eux aussi ont des éléments qui laissent à penser qu'il y a de nouveau des attaques chimiques. Est-ce que, avec ces nouveaux éléments de la France et des États-Unis, est-ce qu'on peut envisager une intervention militaire, de se dire on a franchi réellement un cap et là, on va aller plus loin? Tout dépendra d'Obama. Tout dépendra d'Obama. Obama a déjà fixé une ligne rouge il y a plusieurs mois. Elle a été franchie une première fois. On a la preuve que des armes chimiques ont été employées. Cette fois-ci, il revient sur le devant de la scène pour dire qu'il a d'autres éléments encore à la suite de la France de l'utilisation. Dans le contexte actuel de jeu de dupes et de quasi-guerre froide entre la Russie et les États-Unis, je vois mal comment on peut aller vers une intervention, à moins que Obama veuille jouer la carte syrienne en échange de la carte ukrainienne, puisque Poutine continue de soutenir le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Donc ce serait en quelque sorte donnant-donnant. Si la Russie abandonne en quelque sorte ses prétentions sur l'Ukraine, lui n'interviendrait pas, mais s'il n'abandonne pas, eh bien il pourrait frapper la Syrie. Mais c'est un jeu de dupes malheureusement, dans lequel les principales victimes, je le répète, sont le peuple syrien. Plus de 150 000 morts jusqu'à ce jour. Merci beaucoup Mathieu Guidère d'avoir été avec nous ce matin.